Cher Joanne Chapoutot, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir autour d'un livre remarquable et stupéfiant. Un livre que je recommande absolument à tous ceux qui exercent le management, conseillent en management ou se destinent au management. Libre d'obéir, publié chez NRF Gallimard, ou comment les théories développées par les nazis en matière d'organisation et de culture du travail, d'organisation de l'État et de l'administration, et en matière de management, ont infusé, ont imbibé les pratiques actuelles. Joanne, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, vous êtes agrégé et docteur en histoire, normalien, diplômé de Sciences Po Paris. Vous avez été lauréat du concours général d'histoire, vous aviez alors 16 ans, et 4e du concours général d'allemand l'année suivante. Vous étiez quasiment bilingue à la fin du collège. Vous êtes le plus grand spécialiste français du nazisme et c'est d'ailleurs très jeune que vous vous y êtes intéressé. Votre sujet au concours général d'histoire était « Un ou des fascismes dans l'Europe de l'entre-deux-guerres » et vous avez consacré votre thèse au national-socialisme et à l'Antiquité. Mais vous n'êtes pas seulement l'exégète du nazisme et je veux saluer la parution dans quelques jours de 2 nouveaux ouvrages, « Les 100 mots de l'histoire chez Que sais-je » et « Le grand récit au PUF ». Un homme fait lien entre la théorisation nazie et les pratiques contemporaines du management. Il s'appelle Reinhard Höhne. Il était un fonctionnaire de la SS, un juriste si brillant et engagé qu'il finira la guerre au grade de général. N'ayant pas de sang sur les mains, il bénéficiera, comme 800 000 autres nazis, de la loi d'amnistie du 31 décembre 1949 et une fois revenu à la vie civile, fondera en 1956 à Bad Harzburg l'Académie des cadres, un institut de formation au management, mais pas n'importe lequel. Au total, 700 000 cadres, issus des plus célèbres enseignes industrielles, viendront se former à ces principes organisationnels et managériaux, et ça jusqu'à sa mort en 2000. Oui, 2500 entreprises, parmi lesquelles Aldi, BMW, Hoechst, Bayer, Telefunken, Krupp, Esso, Thyssen, Opel, Ford, Colgate, HP, enverront leurs managers parfaire leurs connaissances et leurs pratiques en management dans un établissement qui se veut comparable à la Harvard Business School ou à l'INSEAD. Choisir en toute liberté, en pleine responsabilité, les moyens et les méthodes pour accomplir l'objectif ou la mission dictée par une injonction supérieure. Ainsi peut-on résumer l'une des principales matrices des théories nazies en matière de management et d'organisation du travail. Qu'est-ce qui a changé 80 ans plus tard? C'est ce que nous allons voir ensemble. Avant d'entamer notre dialogue, je voudrais préciser 2 petites choses. D'abord, Libre d'obéir, comme l'ensemble de vos travaux, résulte d'investigations scientifiques et non d'une conscience militante. Et c'est d'ailleurs cette véracité factuelle qui plonge le lecteur dans le vertige. D'autre part, nous aurions dû être 3 sur cette scène. Je tenais à inviter une ou un des RH à répondre aux interrogations que pose votre étude. Aucun de ceux que j'ai contactés, y compris à la tête de la NDRH, n'a donné de suite favorable. Un seul professionnel m'a fait une réponse positive, mais la direction de la communication de son groupe a mis son veto lorsqu'elle a découvert la thématique du sujet. Alors c'est peut-être un signe, on en parlera un peu plus tard. Mais d'abord, j'aimerais que nous écoutions la linguiste Julie Neveu revenir sur l'origine du verbe « manager ». Manager, c'est passionnant parce que c'est un mot, bien sûr, qu'on emprunte à l'anglais, mais il y a assez longtemps, il y a près d'un siècle en fait. Et le premier sens de manager, c'est un sens sportif. On manage une équipe. Et donc, ça fait partie de tous ces mots qu'on a empruntés au domaine sportif pour véhiculer une connotation de succès et on l'a importé dans l'entreprise. C'est seulement à la fin du XXe siècle, en fait, qu'on commence à dire « je manage une entreprise, une affaire, une activité ». Donc, manager ici, vous voyez, le sens, enfin le domaine de ce qu'on manage s'agrandit. Et en même temps, on a toujours cette connotation un petit peu de succès et puis l'idée d'un glamour du domaine sportif, vous voyez, comme on retrouve dans le team building ou bien dans Challenger, qui est très à la mode aujourd'hui. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, on a donc une extension très grande du terme manager. Et on a aujourd'hui des critiques sur la déshumanisation, des techniques de management très froides. Et elles sont à l'antipode, en fait, du premier sens, et même de l'étymologie de manager,
puisque quand l'anglais commence à l'utiliser, il le prend en fait à l'italien, managgiare, qui veut dire la même chose que manier, mais manier dans un manège. Et oui, manège vient aussi et fait partie de la même famille. Et donc en fait, le premier manager, si vous voulez, eh bien c'est l'homme au centre du manège qui tient la laisse pour ses chevaux, qui tient la longe et qui a sa main. On a la main maniée dans manager. Donc peut-être faut-il s'aider de cette étymologie parfois pour penser qu'on peut manager avec humanité et qu'au fond le meilleur manager c'est celui qui est toujours en lien avec la personne qui est au bout. Est-ce que ceux qui sont managés ont envie d'être des chevaux? Ça c'est autre chose. En tout cas le bon manager a un instinct et quasiment une connaissance animale de ceux qu'il manage. Johan, ça vous inspire quoi les propos de Julie? La symbolique du manège, elle est intéressante parce qu'effectivement, on a un rapport avec des animaux, ce qui déjà est curieux. Je trouve que le terme de management, de manager, etc., outre la subordination du français à l'anglais que cela implique, et qui moi personnellement m'insupporte, on a une très belle langue qui s'appelle le français et qu'on peut tout à fait très bien parler. Généralement, les gens qui truffent leur discours d'anglais ne parlent pas anglais eux-mêmes. C'est assez fascinant. Alors, soit on parle français, soit on parle anglais. Mais le terme de management, déjà, vu son étymologie et vu son alourdissement de signification au fil du temps, me semble problématique parce qu'il semble induire une vision du monde, un rapport aux choses et aux êtres, et à des êtres réduits à des choses, qui est profondément problématique. Liberté, autonomie, engagement, motivation, implication, bienveillance, joie de travailler, objectif, mission, adhésion, consentement ou participation. Eh bien non, je ne fais pas référence au management en 2021, mais bel et bien à celui que les nazis ont théorisé et déployé. Je vais vous demander un exercice un peu difficile, bien sûr, mais en 3 minutes, pouvez-vous nous dresser une photographie des théories nazies en matière d'organisation du travail et de management? Et après, justement, nous plongerons plus dans le détail de chacune d'elles. En fait, vous l'avez très bien résumé par la liste des verbes que vous avez employés. Disons que lorsqu'on s'intéresse à l'organisation du travail, que ce soit dans la production industrielle ou dans l'organisation du travail administratif chez les nazis, on entre dans un terrain paradoxal. Parce que l'image que nous avons, nous, du nazisme, c'est la verticalité, la dictature, c'est un État écrasant, c'est une répression permanente, etc. C'est une partie de la réalité nazie, mais pas forcément pour les Allemands eux-mêmes et certainement pas pour les producteurs ou pour les administrateurs. Au contraire, les nazis arrivent en 1933 avec des ambitions absolument démesurées en termes de production industrielle, en termes de conquête de l'Europe. Et ils savent très bien qu'ils disposent de peu de moyens pour cela. L'Allemagne est un pays pauvre, hein, c'est un peu le problème de ce pays en termes de ressources. Il faut toujours s'étendre pour tirer des ressources, extraire des ressources. Pauvre, si vous voulez, en ressources, pauvre en carburant, pauvre également en ressources humaines, hein, ce que les nazis appellent le matériau humain en Menschenmaterial. Donc l'équation qui est posée là est une équation difficile et tout de suite, les nazis à tous les niveaux se disent qu'il va falloir faire beaucoup plus avec très peu, voire avec moins. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que l'empire s'étend, évidemment, les besoins croissent et les cadres, par exemple, sont de moins en moins disponibles parce qu'il y a, il faut le rappeler, à partir de 1939, 18 millions d'hommes allemands sous les drapeaux, 18 millions d'hommes allemands sous l'uniforme, ce qui vide les bureaux, par exemple, hein, les bureaux d'études ou les bureaux administratifs. Donc faire plus avec moins. Et pour faire plus avec moins, donc faire mieux, hein, selon un slogan contemporain, eh bien, qui était le leur aussi, eh bien, il faut penser la motivation ou ce que l'on appelle l'engagement. Alors c'est intéressant parce qu'on avait ici une linguiste qui nous parlait du vocabulaire sportif, qui est très présent, effectivement. Et dans le cas allemand, mais de manière générale dans l'organisation de l'entreprise, vous voyez aujourd'hui le succès des consultants militaires ou ex-militaires, il y a une très forte prégnance de l'imaginaire et du vocabulaire militaire. En l'occurrence, en Allemagne, eh bien, le terme de engagement, en français dans le texte, on parle de das Engagement, eh bien, c'est un terme militaire. On engage une troupe, on engage un soldat, on s'engage ou on se désengage. Et par ailleurs, les nazis parlent à partir de 1933, elles ne parlent pas encore de management, hein, on en parlera après la Seconde Guerre mondiale, mais ils parlent de Menschenführung, littéralement le fait de conduire, führen, des hommes, Menschen. Et nous, et j'en reviens à ce paradoxe apparent,
Lorsqu'on entend Führung, on entend Führer, et lorsqu'on entend Führer, on voit dictature, verticalité, répression, oppression, etc. Pas du tout dans l'optique nazie, et même dans l'optique de la langue allemande. Parce que der Führer, que nous voyons avec une casquette vissée sur le crâne et vociférant des borborigmes lors de discours, der Führer, c'est littéralement celui qui conduit, mais celui qui emmène avec lui. Der Führer, le guide ou le conducteur ou celui qui vous emmène avec lui, c'est précisément celui qui, dans la tranchée de la Première Guerre mondiale, est à la tête de ce qu'on appelle le groupe primaire de combat. Le petit agrégat de 4-5 bons hommes qui combattent ensemble et qui passent le parapet ensemble, qui sortent de la tranchée pour affronter le feu ennemi. Eh bien, à la tête de ce groupe primaire de combat, il faut un Führer, qui est devenu un terme très banal dans l'armée allemande, hein, le petit officier de base, qui a suscité votre confiance, suscité votre affection et qui est suffisamment en confiance avec vous pour vous emmener devant le feu ennemi. Et c'est pour ça que les nazis reprennent ce terme de Führer à toutes les sauces à partir de 1919. Tout est Führer dans leur organisation et également dans l'organisation économique. Donc le terme de Führen, qui a donné, donc, je le répète, Führer, c'est un terme beaucoup plus participatif, comme on dit aujourd'hui, que ce qu'on croit. C'est pas du tout l'oppression et la verticalité, c'est au contraire l'engagement motivé par la confiance, voire l'amour que vous portez à ce chef, à cet adjudant, à cet officier de base qui commande le groupe primaire de combat. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il fait autant écho à des termes aujourd'hui qu'on emploie très communément dans notre lexique de management. Je vais m'arrêter sur 2-3 d'entre eux parce que l'entreprise, le travail conceptuel de Reinhard Heune sous le régime nazi, puis aux commandes de son Académie des cadres, les met en lumière. Ressources humaines. Est-ce que c'est un oxymore à vos yeux ? Ah bah complètement. Je le raconte, je pense, dans le livre. Le jour où j'ai été élu maître de conférence à l'université de Grenoble, pas très loin d'ici, j'ai reçu une convocation pour signer ce qu'on appelle un PV d'installation, hein, pour tout fonctionnaire dans son nouveau poste. Mais une convocation, non pas à la direction du personnel, ce à quoi je m'attendais, mais à la GRH, à la gestion des ressources humaines. Et là, j'avoue avoir eu un moment de sidération face à cette convocation, cette invitation aimable. Parce que ressources humaines, alors personnellement je ne suis pas une ressource, hein, je suis un être humain, je ne suis pas du charbon, je ne suis pas du bois concassé, je ne suis pas du gravier, je suis véritablement, je vous assure, un être humain, vous aussi. Hein, Et par ailleurs, le terme de gestion m'a conféré une forme de nausée, si vous voulez. Parce que le terme de gestion qu'on emploie aujourd'hui, qui a métastasé hein, dans le vocabulaire contemporain, qu'on emploie pour tous les domaines, même de manière intransitive, on demande si tu gères, ou alors gérer ses rendez-vous, gérer son réseau, gérer ses relations amoureuses. Enfin, je trouve ça atroce parce que c'est véritablement une manière de réifier, d'objectifier autrui. Parce que la gestion, littéralement, si on revient au sens des mots, quand même, de temps en temps, ça peut aider. Eh bien, c'est de l'ordre du quantitatif. Hein, du mathématique au sens le plus vulgaire du terme, c'est-à-dire du quantitatif, et non pas du qualitatif. Donc, ressources humaines, non. C'est affreux. Un jour aussi, j'étais invité pour parler à des enseignants du secondaire et l'inspecteur local, alors les IA IPR sont devenus des robots managériaux, hein, petit attaché-caisse, costard-cravate impeccable, cheveux gominés, ils sont prêts à entrer au gouvernement si vous voulez. Eh bien, cette personne, très gentiment, sans doute pour me faire plaisir, m'a dit voilà, Johan Chapoutot, professeur machin, est une personne ressource. Une personne ressource. Mais non. On va passer peut-être un cran supérieur. Une personne, oui, mais pas dans le sens. On va passer peut-être un cran supérieur, une terminologie très très présente dans notre vocabulaire et qu'on voit pleinement sur les campagnes de communication, y compris en ce moment d'ailleurs dans des groupes de protection sociale. C'est la notion de capital humain. Donc là, c'est pour ça que je pense qu'on passe encore un palier supplémentaire. Les nazis auraient pu théoriser cela à leur époque. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. De fait, ils emploient un mot que j'ai cité tout à l'heure, qui résume admirablement à la fois cette notion de ressources et de capital humain, donc, qui est le terme de Menschenmaterial. Ce qui est formidable avec les nazis, c'est qu'ils disent les choses de manière franche et directe, et ils poussent jusqu'à leur terme des logiques, jusque dans leur vocabulaire, en exprimant des choses qui sont peut-être latentes, hypocrites ou cachées ailleurs. Ils ne vont pas parler de ressources humaines et de capital humain, ils parlent de matériaux humains. Moi, ça a le mérite d'être clair. Et le matériau, eh bien, c'est ce que vous conceptualisez ou formalisez dans les équations
un peu neuneux des économistes, sous le terme W. Donc vous avez K plus W égale production, et le W, c'est le facteur travail. Voilà, on parle de facteur travail aussi, ce qui peut quand même interroger. Facteur, ressources, capital, non, des êtres humains, c'est bien. Vous voyez. Il y a un mot également, quand vous le développez dans votre livre, il prend vraiment une tournure glaçante, c'est le mot performance. La notion de performance et l'obsession de performance, qui était celle justement de Reinhard Heune et des nazis en général dans leur manière de concevoir l'organisation du travail et des entreprises. Aujourd'hui, on a l'impression que non seulement rien n'a changé, mais on est peut-être même passé à un stade supérieur, moins visible, mieux géré, je prends le terme mieux géré, excusez-moi, mieux géré, mieux manipulé, mais qui est absolument cardinal. Alors, le terme de performance, merci d'y revenir, il peut faire l'objet d'une lecture, on va dire, métaphysique. Là, il faudrait lire Jean-Luc Marion, par exemple, pour raffiner tout cela, mais très rapidement, on peut se dire que nous, aujourd'hui, comme les nazis, en fait, nous nous situons sur un plan d'immanence. Il n'y a plus de transcendance. Enfin, bon, il y a des gens qui croient, etc., mais plus comme avant, plus comme au XVIe siècle. On peut se demander si on peut croire aujourd'hui à une transcendance. On se situe sur un plan d'immanence. Et dans ce plan d'immanence, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des jeux de force et des rapports de force. Il y a des puissances. Et donc, ce qui vaut et ce qui compte, et ce qui assigne ou ce qui détermine une valeur, c'est la performance. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut pousser, qu'est-ce que l'on peut produire, avec quelle intensité, quelle quantité, etc. Et donc, cette performance est devenue un concept cardinal de notre modernité depuis le 19e siècle, depuis ce qu'on appelle la révolution industrielle et dont les nazis sont les enfants, et les enfants même premiers de la classe, si vous voulez. Et cette notion de performance, je me suis aperçu en lisant leur abondante littérature, que ce soit littérature normative, industrielle, scientifique, idéologique, la presse, le cinéma, etc. Je me suis rendu compte que le terme de Leistung, alors en allemand, Leisten, ça veut dire faire, en gros, et le terme de Leistung veut dire rendement, performance, productivité. Eh bien, ce terme de Leistung est omniprésent. Omniprésent. C'est quelque chose qu'on associe mal au nazisme, alors qu'il ne parle que de ça tout le temps. Par exemple, pour évaluer, c'est-à-dire décider de la valeur d'un individu, vous, moi, ils évaluent la Leistungsfähigkeit, la capacité à produire, la capacité à rendre, le rendement, la productivité. Un être qui est leistungsfähig, qui est productif, rentable, est un être qui doit être nourri et qui doit survivre. Un être qui est leistungsunfähig, et là je parle des Allemands eux-mêmes, définis biologiquement par les nazis comme Allemands. Eh bien, un être qui est non rentable, non performant, non productif, rentre dans la catégorie de ce que les nazis appelaient une vie indigne d'être vécue, ou une vie inutile, qui dès lors ne doit pas être entretenue, parce que entretenir cette vie-là, la nourrir, typiquement, eh bien, revient à un bilan en perte sèche. Et pardonnez-moi justement, Joanne, quand vous regardez aujourd'hui la manière dont nos sociétés contemporaines considèrent, ou la place qu'elles réservent aux personnes fragiles, handicapées, aux profils singuliers, aux dissidents du productivisme et même aux services publics, est-ce que vous dites que finalement cette conception absolument extrémiste même de l'utilité, ou plutôt de l'utilitarisme, qui était le cas chez les nazis, quelque part, on la retrouve encore aujourd'hui? Mais bien sûr. Si vous voulez, il y a une plaisante fiction qui s'appelle un mythe, qui veut qu'à partir de 1945, tout s'est dissipé. Les nazis qui ne venaient de nulle part, sans doute un aérolithe sidéral venu frapper la Terre, s'est dissipé et tout est rentré dans l'ordre. Non. Les nazis, si vous voulez, la géographie et l'histoire n'ont pas changé depuis le début du XXe siècle. Le nazisme, c'est quoi? C'est un mouvement qui vient du cœur de l'Europe, du cœur de l'Occident, l'Allemagne. C'est pas la Papouasie du XIVe siècle, c'est l'Allemagne, donc l'Europe du XXe siècle. Autrement dit, les nazis, dans leur manière de voir le monde, dans leur rapport à la nature, dans leur rapport à l'autre, dans leur rapport à eux-mêmes, dans leurs idéaux, eh bien, sont l'expression et la révélation, les révélateurs des signes de quelque chose qui habite notre monde et qui le structure, et qui ne s'est pas dissipé après 1945. Ce que je disais tout à l'heure, l'idée du plan d'immanence, par exemple. Bon, les nazis se confrontent à cette idée-là. Il n'y a plus de Dieu, c'est fini, donc on fait avec.
Alors eux, ils disent, voilà, on va vivre une vie éternelle grâce à la race, en se perpétuant par la race. Pourquoi pas? C'est une manière de s'accommoder de sa propre finitude. C'est ce qui fait d'ailleurs le substrat de leur unité. Mais absolument, et c'est une manière aussi de tromper la mort ou de vaincre la mort. Pourquoi pas? Ça peut être, c'est une idée en tout cas qu'ils ont promue avec beaucoup d'efficacité. Mais le contexte dans lequel ils s'inscrivent n'a pas disparu après 1945. On est confronté toujours aux mêmes questions, la finitude, bah oui, on va mourir, le problème des ressources, des problèmes géoclimatiques qu'ils avaient déjà pensé eux-mêmes et qui s'aggravent considérablement. Et dès lors, les notions qu'ils ont employées eux-mêmes sont des notions qu'ils ont, si vous voulez, je vous disais tout à l'heure qu'ils agissent comme révélateurs, parce qu'ils poussent des logiques à leur terme. Voilà. Eux, ils disent clairement, il faut être rationnel, il faut être froid, et un individu en face, un allogène, quelqu'un qui n'est pas allemand, eh bien, on va l'exploiter jusqu'à la mort. La nature, on va en tirer les ressources de manière maximale pour nos propres fins. Ce sont des extractivistes, ce sont des productivistes forcenés, et des gens qui opposent à leurs détracteurs, à ceux qui dénoncent dans les années 30, ils ne sont pas nombreux, je vous rassure, ceux qui dénoncent leur antisémitisme, leur racisme, ils disent, écoutez, nous faisons la même chose que vous, mais sauf que la logique qui vous habite et que vous masquez sous des idéaux universalistes, etc., vous, dans vos empires coloniaux, ce que vous faites, eh bien, nous, on le fait, et on va le faire en Europe, en poussant les choses jusqu'à leur terme, et en le disant, en le revendiquant. Les nazis avaient conceptualisé, développé, promu, encouragé la notion de joie de travailler, le bonheur de travailler. Récemment, je publiais une tribune dans la Tribune sur la manière délétère dont médias, politiques et entreprises instrumentalisent les émotions. Et par exemple, en entreprise, la fonction de Chief Happiness Officer ou responsable du bonheur. Sa mission, c'est de montrer que l'entreprise se veut bienveillante, favorise le bien-être des salariés, tout cela à coup d'événements, d'attentions individualisées, de services comme la sophrologie, les salles de jeu, la méditation, la conciergerie. Personne ne devrait être dupe, puisque la finalité ultime, c'est bien sûr d'assujettir les salariés et d'accroître la productivité. Dans ce domaine du bonheur et de la joie de travailler, les nazis ont été aussi très innovants. Oui, ils ont été même de manière magistrale innovants, puisque à partir de 1933, donc les nazis suppriment tous les syndicats, comme ils suppriment tous les partis de gauche, et ils créent un syndicat unique, un syndicat corporatiste, qui s'appelle le DAF, le Deutsche Arbeitsfront, le Front allemand du travail, et une subdivision de ce DAF, c'est ce qu'on appelle la KDF, la Kraft durch Freude. Donc c'est une sorte de gigantesque comité d'entreprise à l'échelle du Reich, dont le nom signifie Kraft, la force, durch Freude, par la joie. La force par la joie. Eh bien, ce grand comité d'entreprise à l'échelle du Reich, il pense, en lien d'ailleurs avec le ministère du Travail, il pense l'ergonomie des postes de travail, il pense l'hygiène, l'aération, la luminosité. Il travaille à cela, il organise des concerts ou des divertissements sur le lieu de travail, il permet à des Allemands qui n'avaient pas accès à ce type de loisirs d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, de faire des randonnées. Et il y a un programme encore beaucoup plus ambitieux, qui est un programme d'armement au sens de l'armateur, de paquebots de croisière, qui emmène, alors là, bon, les ouvriers, on les envoie au cinéma, si vous voulez, les croisières, c'est plutôt pour les cadres, dans la Baltique, en Méditerranée, on construit de gigantesques stations balnéaires intégrées, c'est, si vous voulez, le plan littoral de Pompidou avec 40 ans d'avance. On construit un gigantesque complexe de vacances sur l'île de Rügen, un Prora Rügen. C'est un hôtel de 6 km de long. Voilà. 20 000 chambres, 6 km de long, pour des vacances et un accès à la société de consommation. D'ailleurs, lorsque vous voyez les publicités de la KDF, de la force par la joie, dans la manière de dessiner les gens, leur teint bronzé, leur attitude, leurs vêtements, etc., et le décor, on se croirait dans des publicités californiennes des années 50 et 60. C'est-à-dire que ou des années 30 d'ailleurs. Les nazis participent pleinement de cette modernité industrielle qui pense le loisir, le divertissement, non pas de manière philanthropique, vous le disiez, pour faire plaisir aux gens, mais tout simplement, comme on le dit avec cette autre métaphore un peu odieuse, pour recharger les accus, pour recharger les batteries.
On vous envoie en vacances pendant 15 jours pour que vous reveniez chargé à bloc et que vous soyez capable de rendre, la notion de rendement, de rendre au maximum en termes productifs ce que la communauté vous a donné. J'ai découvert récemment, je rebondis sur l'engagement dont vous parliez tout à l'heure, en préparant une longue interview du philosophe Roger Paul Droit sur l'engagement, j'ai découvert qu'une nouvelle fonction est née dans les entreprises, dans certains grands groupes, qui s'appelle la direction de l'engagement. En fait, puisque les entreprises qui n'arrivent pas sans doute à créer naturellement l'engagement de leurs salariés essaient justement de concevoir une chape artificielle sur l'engagement. Oui, mais il y a engagement s'il y a sens. Et s'il y a Exactement. participation au sens. Il y a eu une très belle étude récemment à propos du sens du travail pour les fonctionnaires. 80% des fonctionnaires ne trouvent plus de sens à leur travail. 80%. Alors, il y a vraiment des questions à se poser en termes d'organisation. Le sens est d'ailleurs vraiment l'un des fils conducteurs de cette journée. Le système capitaliste des années 30 n'est pas comparable à celui d'aujourd'hui et le modèle libéral pas davantage, sauf que ce dernier s'est dégradé si l'on s'arrête à l'ampleur des inégalités depuis que le diktat financier est devenu hégémonique. Vous le rappelez, les théories nazies étaient libérales. Qu'est-ce que cela nous dit sur le néo-capitalisme et le néolibéralisme d'aujourd'hui ? Alors vous savez, sur la comparaison entre système capitaliste d'alors, années 20, années 30 et d'aujourd'hui, les points de comparaison, voire de ressemblance, sont quand même là. Sauf le contexte, le contexte a changé. C'est d'autant plus là, si vous voulez, que ce qu'on appelle la crise de 29, c'est-à-dire cette espèce d'économie casino à partir de produits dérivés, à la fin des années 20 aux États-Unis, cet effondrement du financement de l'économie par effondrement du système financier, tout cela aboutit à une remise en cause du libéralisme classique, ce libéralisme qui était celui du laisser-faire, laisser-passer et de l'absence totale d'entraves, de verrous, etc. Bon. Et c'est à ce moment-là que l'on commence à théoriser en Allemagne ce que l'on appelle un néolibéralisme. L'ordolibéralisme en l'occurrence, c'est-à-dire la liberté certes, mais encadrée par un ordre garanti par l'État. Et c'est cette doctrine-là qui, pour des raisons historiques qu'il nous faudrait un petit peu plus de temps pour développer, c'est cette conception-là de l'économie qui demeure en Allemagne. Donc il y a des points de comparaison réels, et également aussi dans le cynisme assumé, absolu, des producteurs de richesse, enfin de leur richesse, qui se rallient au nazisme très rapidement, dès l'été 1929, c'est-à-dire avant même la crise, de manière très massive en 1932, et ensuite c'est une forme d'orgie, si vous voulez, de profit et de commande de l'État à partir de 1933. Et donc dans le cynisme radical, absolu de ces gens-là, je vous renvoie à la lecture de ce livre magnifique d'Éric Vuillard, L'Ordre du jour, un prix Goncourt il y a quelques années, qui a pour thème cette espèce d'orgie dégueulasse, de profit, de compromission avec les nazis pour le profit. Eh bien, il y a une comparaison avec le cynisme radical aujourd'hui de ceux qui disent que, bon, d'accord, la planète devient inhabitable et on est en train de tout casser, mais ce serait quand même bien de continuer à faire du lobby pour le gaz et le pétrole. C'est quand même fantastique. Aux États-Unis, le plan Biden est sous attaque des lobbies du pétrole. En France, on a un monsieur qui est en visite aujourd'hui à Lyon et qui proclame son amour des espèces à Marseille lors de la convention du vivant, et puis qui ensuite réautorise la chasse à la glu. Enfin, il y a un cynisme radical et une inversion, une torsion, une subversion du sens des mots qui est dangereuse pour la démocratie, parce que vous parliez de bienveillance et de bien-être. Alors, le terme de bienveillance, c'est un très joli mot, moi j'aime beaucoup. Il y a voir, il y a bien, etc. Mais c'est un mot qui a tellement été, si vous voulez, enmarchisé et managérialisé qu'il est absolument inaudible et imprononçable aujourd'hui. Ce que dénonce d'ailleurs extrêmement bien le philosophe Michaud. Bien sûr, absolument. La bienveillance, le bien-être, mais on sait que ça veut dire exactement le contraire. De la même manière, lorsque ce monsieur qui est en visite à Lyon aujourd'hui avait publié un livre en 2017 qui s'appelait Révolution, bon, il fallait entendre l'exact contraire qui est réaction, en l'occurrence. Et c'est
c'est quand même problématique. J'ai une question qui taraude, je pense, l'humanité entière depuis 80 ans. Et la récente parution d'un livre, Le Père, un règlement de compte, la met en lumière. Niklas Frank raconte son père, dignitaire et tortionnaire nazi, pendu à Nuremberg en 1946. Il était un esthète, fasciné par la Renaissance, et dans son palais de Cracovie, où il mettait en œuvre la solution finale, trônait la jeune fille à l'hermine de Vinci et un piano sur lequel ce mélomane averti interprétait Chopin avec maestria. Cette question donc qui me taraude, comment un même individu peut-il jouir à la fois de la beauté de l'art et de torturer, d'assassiner? Est-ce que vous êtes vous-même posé cette question, j'imagine? Et vous n'avez peut-être pas de réponse, mais si. Alors, génial. Oui, bah, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ces travaux. Alors, vous parliez du nazisme de l'Antiquité. Ensuite, j'ai travaillé sur la normativité nazie. C'est un gros travail qui s'appelle la loi du sang, où j'ai essayé de m'interroger sur la manière dont les nazis, Hans Frank typiquement, qui était professeur de droit, docteur en droit et professeur de droit, ces gens-là ont réussi à conceptualiser, à thématiser et à présenter ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire infliger à autrui une violence qui va jusqu'à la mort et l'éradication totale, comme quelque chose de bien, de beau, de bon, de juste, voire de nécessaire, comme une légitime défense, etc. Hans Frank, le père de Niklas Frank, dont vous parliez, est un des protagonistes de ça. Hein. Moi, j'ai lu ses œuvres complètes, si vous voulez, de juriste. Hein. C'est un avocat, docteur en droit, qui est nommé par décret professeur donc par Hitler en 1933, qui est le chef de l'association des juristes du Reich, et qui est nommé gouverneur général de Pologne à l'automne 1939, et qui, à ce titre, est un des protagonistes de la Shoah. Bon. Et je me suis interrogé évidemment sur ce lien, et je ne suis pas le seul, hein, entre culture et crime. Ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Weimar, si vous voulez. Weimar, c'est une ville merveilleuse, c'est vraiment un village de poupées, la patrie de Goethe, de Schiller, Franz Liszt y a vécu, Nietzsche, Luther, enfin ils sont tous passés par Weimar, c'est merveilleux. Petit café, librairie, maison d'écrivains, merveilleux. Et à 10 km de Weimar, avec la ligne 1 du bus, en 10 minutes, vous êtes à Buchenwald. Vous êtes à Buchenwald, voilà. Et beaucoup de gens se sont interrogés sur la proximité, évidemment, de Buchenwald et de Weimar. Et la réponse que j'ai pu trouver, moi, alors, en l'occurrence, je me l'étais posé cette question depuis ma thèse sur le nazisme et l'Antiquité, puisque je voyais des collègues, d'éminents antiquisants, des spécialistes d'histoire grecque, histoire romaine, mouliner des articles et des livres atroces sur le juif à Rome ou la dégénérescence raciale des Grecs. Et je m'étais demandé comment cela était possible. Eh bien, tout vient de la conception de la culture. Les nazis, qui étaient encore une fois des enfants de leur temps, avaient une conception particulariste de la culture. La culture, pour eux, ce n'était pas une notion universelle qui s'appliquait ou qui était accessible à tous. Par exemple, 2 plus 2, à leurs yeux, est accessible à un cerveau germanique, mais pas à un cerveau noir. Voilà. Le jazz est une musique noire qui n'est pas accessible à un germain, et inversement ou réciproquement avec Jean-Sébastien Bach. Donc pour eux, toute culture, toute vraie culture est la sécrétion du sang germanique, la philosophie, l'histoire, la musique, les mathématiques, etc., et n'est accessible que aux Germains, si vous voulez. Aux Germains au sens large, il y a des Germains en France, rassurons-nous, selon eux. Et dès lors que vous avez une conception particulariste de la culture, que vous niez l'universalité, que vous niez que, comme le dit Descartes, que les nazis détestent par ailleurs, la raison est la chose au monde la mieux partagée, que tout le monde peut avoir accès aux mathématiques, à la musique, à la philosophie, etc., et bien dès lors, vous pouvez être à la fois un éminent docteur et professeur de l'université et un génocidaire accompli. Une question sur le chiffre. Edgar Morin l'a souvent déploré, notre civilisation meurt de tout chiffrer, quantifier, comptabiliser. Tout est confiné dans des tableaux, des reportings, des feuilles de calcul. Et cela dans notre quotidien et bien sûr dans l'entreprise et au travail. Et ce n'est pas depuis 18 mois l'énoncé quotidien du nombre de personnes décédées, hospitalisées et en réanimation qui va me contredire. Nous avons réduit l'individu à un chiffre, chaque visage a un chiffre, chaque âme a un chiffre. Est-ce que cela aussi, ça ne devrait pas nous rappeler un petit peu ce que les nazis ont théorisé ? Complètement. Le détour par la quantitativisation, hein, cette appréhension quantitative des autres, des choses, etc., c'est la chose la plus bête et la plus facile à faire. Donc c'est accessible à n'importe quel crétin, si vous voulez. Calculer la quantité de manière arithmétique, idiote, c'est assez facile. Envisager la qualité humaine d'autrui, c'est déjà plus difficile. Et donc, ce cancer du chiffre, vraiment, s'est étendu à toutes les disciplines. Moi,
je me suis aperçu, j'ai des petites filles qui sont à l'école et donc qui passent à travers les filets des psychologues scolaires. Bref. Et j'ai vu que ces psychologues scolaires faisaient des tests psychométriques. Alors, psychométrique, c'est-à-dire qu'on va évaluer de manière métrique, on va mesurer une psyché. Formidable. Et j'en ai un petit peu discuté avec les dites psychologues scolaires, qui me semblaient être des gens en très grande détresse intellectuelle et morale, hein, je dois dire, parce qu'elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient, en l'occurrence. Et je leur dis, mais vous savez que ces tests-là, vous savez d'où ça vient? Vous savez qui fait ça? C'est des tests élaborés par les militaires, pour des militaires à l'origine, et diffusés ensuite à l'entreprise, et qui ensuite métastasent dans le milieu scolaire. Mais moi, je ne veux pas que mes gamines soient soumises à ces horreurs. Hein. Je suis désolé. Ça ne passe pas. On va pas mesurer une psyché. Et effectivement, le recours aux chiffres, c'est ce qu'il y a de plus... je ne parle pas des mathématiques, c'est autre chose. Là, c'est pas des maths, ça. C'est du décompte de Maquignon, si vous voulez. Eh bien, c'est la chose la plus bête et la plus accessible à la masse des imbéciles qui, si vous voulez, revêtent ce que David Graeber a appelé les bullshit jobs. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, menace les universités. Alors moi, j'ai une tactique simple, c'est que je ne réponds pas. Je reçois des demandes de reporting régulièrement sur ma production. J'ignorais que j'étais un producteur, mais ça doit être un compliment dans leur bouche. Non, je ne suis pas un producteur. Je pense que les universitaires, notamment dans les matières littéraires, sont plutôt des créateurs que des producteurs. C'est différent. Et donc, quelle est votre production? Est-ce que vous pouvez la chiffrer? Donc, le nombre d'articles, de pages produites, de machins, etc. Je réponds pas. Ou alors, la première fois j'ai répondu, écoutez, vous pouvez aller dans une librairie, et puis voilà. Je vais vous faire quand même réagir à un chiffre. C'est un chiffre d'actualité, Oui. puisqu'il est tombé cette nuit, hier soir exactement. C'est 83. 83, c'est le nombre de sièges qu'occupera l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, au Bundestag. Il était 94 jusqu'à présent, donc on est à peu près dans les mêmes eaux. Deux questions autour de ça. D'abord, comment l'expert du nazisme analyse-t-il ce fléau ? Et puis j'ai une autre question, cela vaut en Allemagne, cela vaut en France et partout en Europe d'ailleurs. La montée en puissance de la doctrine fasciste va-t-elle progresser, risque-t-elle de progresser au fur et à mesure que le souvenir du nazisme se dissipera et notamment que la mémoire vivante du nazisme s'éteindra avec la disparition des derniers rescapés? Alors là, vous faites référence aux élections qui ont eu lieu hier soir, hier, législatives hier les soir. élections législatives au Bundestag. Alors ce qui est heureux, c'est que l'AfD a reculé, a perdu quand même 2% des voix, c'est 2% des suffrages exprimés, ce qui est quand même énorme. Donc c'est un motif de réjouissance. L'AfD... Pardonnez-moi, mais relatif quand même, 10% d'électeurs pas tant que ça. Dans un pays qui a... Oui, mais en termes quantitatifs, vous avez raison, il y a quand même un recul, mais on peut dire qu'il est faible. Mais en termes qualitatifs, pour le coup, moi j'ai suivi d'assez près la campagne électorale, je me suis rendu compte que l'AfD n'a pas réussi à imposer ses thèmes. Voilà. Bon, ils n'ont pas de polémistes aussi brillants et cultivés que Zemmour, manifestement, donc ils n'ont pas réussi à imposer que tout était dû à l'islam, et que, etc. Pourtant, c'est leur fonds de commerce, mais ils n'y sont pas parvenus. Ils n'ont même pas réussi à capitaliser sur la fronde contre les mesures sanitaires. Alors, pour ce qui est de ce que vous évoquez, qui est au fond le retour des années 30, cette question qu'on nous pose régulièrement, il faut distinguer le nazisme du fascisme. Le nazisme, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Il y a des nazis, ça existe, il y en a des vrais. Ça demande quand même d'adopter une vision biologique du monde, déterministe, ultra noire et très, très pessimiste, et ça demande un petit peu d'élaboration intellectuelle minimale. Je distingue ça du fascisme. Le fascisme au sens grossier, générique du terme. Le fascisme, par exemple, qui voudrait qu'un conseiller d'un président va taper des manifestants sur la place de la Contrescarpe un 1er mai, que ça ne pose aucun problème, et que c'est normal, et qu'on peut revendiquer un brassard police en n'étant pas policier. Bref, cette fascination de la violence, cet amour de la violence, qui s'origine d'ailleurs dans une virilité un petit peu, troublée, si vous voulez, et qui veut s'affirmer par la force, par la puissance, par le fait de frapper. Et ça, par contre, ça nous habite, c'est là. On en a vu plus que de raison pendant 4 ans, et c'est pas fini aux États-Unis avec Trump. On le voit au Brésil avec Bolsonaro et ses tentatives, ces ruminations de coups d'État tous les 4 matins. Et c'est une tentation, c'est une hypothèse politique, c'est un mode d'être ensemble, vertical, violent, qui reste
une potentialité en Occident. Ça, c'est certain. J'aimerais qu'on aborde un sujet qu'on n'associe pas forcément aux théories nazies, et c'est un sujet auquel vous êtes très sensible aujourd'hui, qui est celui de l'environnement, du climat, de la biodiversité. Défendre cette cause, c'est admettre que toutes les espèces vivantes se valent, c'est renoncer à notre anthropocentrisme, c'est aussi abandonner l'obsession extractrice, justement, qu'on évoquait tout à l'heure. Les théories nazies visaient la destruction de la nature, et en cela, elles étaient les précurseurs de notre modernité, on peut le dire un peu de manière crue, mais c'est une réalité. Ces théories sont-elles la racine de ce qui nous a amenés depuis à détruire la planète et le bien commun? Là encore, ce sont des révélateurs, c'est-à-dire qu'ils ont poussé à leur terme, à la fois théorique et pratique, dans le discours comme dans les actes, des choses qui étaient là en Occident depuis le 19e siècle, depuis ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est-à-dire un rapport à la nature qui est un rapport objectivant, un rapport d'extraction, de production, de destruction, voire de dévastation. Ça, c'est quelque chose qui est à l'œuvre dès le 19e siècle dans l'entreprise capitaliste et coloniale, qui pose d'ailleurs de gros problèmes dès le 19e siècle. Des historiens très talentueux comme François Jarige, dans Technocritique et dans d'autres travaux, le montrent très bien. Ça n'a pas été un chemin pavé de roses, cet avènement de l'industrialisation contemporaine. Au contraire, dès le 19e siècle, il y a plein de gens qui disent « attendez, on est en train de tout détruire là ». Bon. Alors, avec les moyens, si vous voulez, la puissance de frappe et de destruction était moindre qu'aujourd'hui, et par ailleurs, on pouvait les détruire ailleurs. On pouvait les détruire dans les empires coloniaux. Le colonialisme, c'est-à-dire considérer d'autres territoires et d'autres êtres humains comme un fond d'énergie, comme une matière première, comme une ressource dans laquelle on va puiser pour produire son propre profit, eh bien, tout cela participe pleinement de cet univers-là, de cette mutation, de cette vision du monde-là. Les nazis en sont les héritiers et en sont encore une fois, les exposants, comme on dit en allemand, c'est-à-dire véritablement les protagonistes les plus brillants, si vous voulez. Contrairement à ce qu'on a pu dire ici et là, j'ai parfois lu des choses qui disaient que les nazis avaient été des grands écolos. Pas du tout, pas du tout. Les nazis considèrent les individus comme la nature, comme un fond d'énergie dans lequel on va puiser, que l'on va épuiser au sens littéral, et que l'on va jeter ensuite pour produire des armes, conquérir des territoires, asseoir une domination. Et ça, c'est quelque chose qu'ils illustrent très bien et qui n'a absolument pas disparu. Même si aujourd'hui, on le voit dans le mouvement de la pensée, je pense notamment à Dominique Bourg, je pense à des gens que vous connaissez bien aussi, avec lesquels vous avez conduit des entretiens, Edgar Morin, Pierre Rabhi, etc. Il y a des mutations de pensée, y compris aussi dans les confessions, les grandes confessions établies. Je pense notamment à cette mutation du catholicisme avec Laudato Si. L'encyclique Laudato Si du pape François, c'est une révolution culturelle du catholicisme qui considère que la création, ce n'est pas seulement l'être humain, ce n'est pas une création anthropocentrée, c'est une création générale dont l'être humain a la charge au nom de Dieu, le Créateur. Ça, c'est une mutation. Ça m'amène à évoquer avec vous un sujet qui est cardinal, qui est qui est le sujet du progrès. Avec Axel Kahn, qui était un pilier d'une époque formidable, nous avons publié en 2019 d'ailleurs un livre consacré à l'éthique, et notamment à l'éthique du progrès. Et à ce sujet, quand nous essayons de comprendre quand et pour quelles raisons le progrès n'avait plus seulement servi l'humanité, mais avait commencé de l'anéantir, il me cita symboliquement un scientifique allemand que vous connaissez nécessairement, qui s'appelait Fritz Haber. Ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac en avaient fait un bienfaiteur de l'humanité. Il reçut même le prix Nobel de chimie en 1918, mais simultanément, il est destiné à la composition d'un gaz de combat diabolique, et à ce titre, il fut un destructeur de l'humanité. Cette schizophrénie du progrès, non seulement n'a pas disparu, mais elle a pris aujourd'hui des proportions complètement folles. Est-ce que l'on peut dater au nazisme la véritable bascule, justement, du progrès ? On peut plutôt la dater de Fritz Haber, en l'occurrence de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire ce phénomène dont les nazis sont sortis. Les nazis, ils sortent de la guerre, ils viennent de la guerre et ils y retournent. Ça, c'est leur univers. Bon. Et Fritz Haber, parmi d'autres, est un de ceux qui ont illustré cette prise de conscience que, alors, on le sait depuis Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais on s'est rendu compte pendant la Première Guerre mondiale,
au rebours de l'enthousiasme très belle époque qui faisait rimer histoire et espoir au XIXe siècle, ce scientisme émancipateur qui allait pavé de roses, là encore, le chemin de l'humanité vers le bonheur, vers la paix, etc. On s'est rendu compte que la science, c'était des mitrailleuses, c'était des gaz de combat, c'était des sous-marins, c'était des avions de combat, etc. D'où cette remise en cause terrible à la fin de la Première Guerre mondiale, qui est très bien illustrée par un grand contemporain majeur, qui est Paul Valéry, qui écrit ce texte en 1919. Nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels. Parce que au cœur même de la civilisation, ce qui constitue la civilisation, la science, la technique, eh bien, nous avons vu que c'était des instruments de mort. Les nazis sont les héritiers de cela, et en termes de, d'usage mortel, exterminateur des techniques d'organisation, de logistique, des techniques chimiques, scientifiques, etc., eh bien, ils ont été effectivement des champions. On va rentrer dans la phase de conclusion. Et pour conclure, j'ai 2-3 questions à vous poser davantage sur vous-même, parce que ça nous éclaire aussi finalement sur la nature des travaux que vous avez produits. L'histoire est une science sociale, humaine, une de ces sciences qui souffre d'un manque cruel de reconnaissance, de considération, au nom d'ailleurs toujours le même de l'utilitarisme. Finalement, à quoi sert-il de financer l'enseignement, les travaux de recherche, les articles, les interventions publiques sur le nazisme? Alors c'est intéressant parce que l'histoire est, dans un pays comme la France d'ailleurs, étonnamment populaire en fait. Alors ensuite, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle l'histoire. Vous avez des gens qui prétendent faire de l'histoire, qui font du mythe, si vous voulez, qui sont bien servis médiatiquement. Mais de fait, lorsque vous prenez des événements comme les rendez-vous de l'histoire de Blois, par exemple, où ce sont des universitaires qui viennent, c'est assez austère, c'est des tables rondes, des conférences, vous avez 30 à 40 000 personnes qui viennent en 4 jours à Blois. Plus le nombre d'émissions qu'il peut y avoir sur les radios de service public sur l'histoire. Donc l'histoire est quand même là, et ça vient peut-être du fait que, et j'en reviens à votre question de l'utilité, ça vient peut-être du fait que je ne vais pas développer les clichés habituels sur le devoir de mémoire, savoir ce qui s'est passé avant pour que ça ne se reproduise pas après. Oui, d'accord, très bien. Mais au-delà de ça, l'histoire, vous le disiez, c'est une science humaine. C'est une matière profondément littéraire, qui agrège de la science et des techniques de la science. C'est une matière profondément littéraire, philosophique, métaphysique. Pourquoi ? Parce que l'histoire, son objet, ce n'est pas le passé. Son objet, c'est vous et moi, en tant que nous sommes pris dans le temps. Voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes des êtres mortels et nous le savons. Enfin, tout le vivant est mortel, mais eux, ils ne le savent pas. Nous, nous le savons. Bon. Eh bien, il faut s'accommoder de cela et faire avec. Et l'histoire nous permet d'appréhender cette réalité humaine dans le temps. Comment est-ce que l'on vit le temps ? Comment est-ce qu'on l'aménage ? Comment est-ce qu'on l'accommode ? Comment est-ce qu'on le lit et comment est-ce qu'on le vit ? Et ça, ce n'est pas une utilité immédiate en termes de production de pompes à vélo ou de réparation de la machine à laver. C'est une utilité profonde, métaphysique, existentielle, qui fait que lorsque l'on a des coups durs dans la vie, eh bien, on se réfère plutôt à quelque chose de l'ordre du littéraire plutôt que de l'ordre du gestionnaire ou du management, pour aller vite. Vous citiez tout à l'heure le Grand Récit, donc ce livre-là qui sort mercredi, où je reviens sur toutes ces idées-là. Je termine ce livre en disant qu'au fond, lorsqu'on pense à l'Italie de la période de la Renaissance, on pense à Léonard de Vinci, on pense à la naissance de l'opéra, alors au XVIIe siècle, l'Orfeo, Monteverdi, bref, on pense à ce qui nous nourrit, à ce qui nous substantialise, à ce qui nous fait être humains, les humanités en l'occurrence. On ne pense pas à un type génial, dont d'ailleurs le nom m'échappe à l'instant, qui a inventé la comptabilité à double entrée. Au XVe siècle. Il est génial ce type, les plus, les moins, les colonnes, le déficit. C'est extraordinaire. Il a permis le développement de notre monde, cet homme-là. Et personne ne le connaît, ce type-là. C'est bien un signe quand même, non ? Mais dites-moi, Joanne, imaginons que je sois le dirigeant d'un grand groupe, une grande entreprise. Quel serait l'intérêt, quelle serait l'utilité profonde pour moi, par exemple, de faire appel à vous, en tant qu'historien, pour venir dialoguer avec mes salariés ? Par exemple, ou pour nourrir ma réflexion, la stratégie de l'entreprise, la gouvernance de l'entreprise, par exemple. À vrai dire, je n'en sais rien. Je n'en sais vraiment, mais très honnêtement, je n'en sais rien. Je sais quelle utilité il y aurait pour moi, pour mon compte en banque, ça c'est certain. D'ailleurs, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Mais je n'en sais vraiment rien parce que
On en discutait un petit peu avant cette rencontre. Vous me demandiez, mais quel type de manager seriez-vous? En fait, je ne serai jamais manager. De fait, bon, je suis professeur des universités. J'ai des assistants, j'ai des doctorants, et j'ai un rapport de parité avec ces gens-là, parce que ils ont 10 ans, 20 ans de moins que moi, mais ce sont des êtres humains avec un cerveau bien développé qui m'apprennent des choses, je leur apprends des choses, ils m'en apprennent. Bref, je ne suis pas du tout en position de surplomb, de commandement, etc. Alors parfois je fronce un peu les sourcils si jamais, bon voilà, mais rien de plus. Et puis les choses se comprennent très vite en un battement de cils. Donc le fait de commander ou alors, horreur, manager, non. Vous êtes historien, donc vous traitez votre discipline avec la rigueur que réclame l'exigence propre à toute science. Vous êtes aussi une conscience, une âme, et celles-ci sont nourries de convictions, d'engagement, par essence partiaux. Comment ces deux parties de vous-même cohabitent-elles, collaborent-elles, et à quelles conditions peut-on être à la fois un historien aussi réputé que vous, mais aussi un militant, un homme d'engagement comme vous l'êtes aussi? En fait, je ne suis pas militant du tout. J'ai vraiment ma carte nulle part. Je n'en ai jamais pris. Je pense que j'en prendrai jamais. Militant de vos idées, j'allais dire, en fait. Oui, enfin, je pense que surtout militant de mon calme et de ma sérénité et de mon travail tout seul dans mon coin. Je pense que je ferais autre chose sinon, si j'étais constitué différemment. On devient historien parce qu'on a une prise de conscience que, je ne sais pas, on a des grands-parents par exemple et qu'ils meurent. On s'interroge sur le temps. Donc on s'engage de ce point de vue-là. Moi, mon métier ou mon activité, je ne sais pas si c'est un métier, c'est plusieurs métiers en même temps. Cette activité-là, le fait d'explorer le temps, de réfléchir sur la situation des hommes dans le temps, vient d'expériences fondamentales qui peuvent conduire d'autres gens à devenir artistes, à devenir journalistes, à organiser cet événement, etc. Donc l'engagement, il est là, si vous voulez, et c'est un engagement existentiel. C'est pour ça que je me suis interrogé sur des gens qui sont pris dans des injonctions contradictoires, libres d'obéir en l'occurrence, parce qu'ils sont aliénés. Moi, je ne pourrais pas être aliéné, je pense que j'en mourrais assez rapidement de maladie, si vous voulez. Là, j'habite pleinement un lieu, une fonction, grâce à l'université, par l'université, qui me permet d'avoir du temps pour réfléchir et pour éclairer des consciences, je sais pas, mais en tout cas partager un petit peu de savoir et de grains de sel. Et finalement, ça fonctionne assez bien. Enfin, je vois qu'avec les étudiants, ça se passe bien. Votre réflexion sur le temps me donne l'idée pour l'an prochain de vous faire intervenir avec le physicien Étienne Klein. Je pense qu'on pourrait faire sur la notion de temps un débat absolument génial. Pour conclure, j'aimerais évoquer avec vous une phrase que vous avez partagée avec un confrère de Libération il n'y a pas très longtemps. Vous expliquez pourquoi vous décidez de tourner la page du nazisme et vous dites changer de sujet était une question de survie. Et maintenant, vous travaillez d'ailleurs essentiellement, je crois, les décades pré-1914. L'élément déclencheur, dites-vous, fut la naissance de vos filles. Lorsqu'on donne la vie, étudier la mort devient-il insupportable ? Alors, il y en a qui y parviennent, moi, moins. Alors, je continue à travailler un petit peu sur le nazisme. J'ai des choses à dire, et puis j'ai du stock, comme on dit, en logistique. Mais en termes de flux, je suis plutôt du côté du post-45, avec Libre d'obéir, ou du pré-1914, ou de la réflexion sur l'histoire, la modernité, le temps. Enfin, parce que le nazisme, c'est pas mon sujet, c'est mon terrain, comme disent les anthropologues. Je suis allé sur ce terrain-là pour mettre à l'épreuve des hypothèses et pour constater des choses. Mais au fond, mon sujet, c'est la modernité. Voilà. Bon. Pour aller vite. Et de fait, moi, je suis fils unique, je n'avais pas vraiment de petits cousins, cousines, etc. Je ne savais pas ce que c'était qu'un bébé. Et quand ma première fille est née, c'est un choc anthropologique majeur, entre autres. Mais déjà, le fait d'envisager, de voir le visage de l'être qui naît, c'est assez particulier, même pour un papa, quand même, il faut le dire. Et là, il y a eu un court-circuit entre cette image et ces sensations d'un bébé contre soi,
que l'on calme, que l'on caresse, à qui on parle, etc. Et ce que j'avais vu sur le traitement des enfants sous le Troisième Reich, parce que j'avais 35 ans, je venais de terminer mon habilitation à diriger des recherches, c'est-à-dire la deuxième thèse pour devenir professeur. Je venais d'être élu professeur, d'ailleurs. Donc voilà, j'avais clos un cycle, etc. Mon livre, La loi du sang, allait paraître. Il y avait beaucoup de demandes médiatiques là-dessus que j'ai eu beaucoup de mal à assumer, auxquelles j'ai répondu difficilement parce que j'y arrivais plus. J'y arrivais plus parce que j'avais d'un côté un bébé, de l'autre côté le souvenir très très présent de ce que les nazis avaient fait aux enfants, aux leurs, aux enfants malades et aux enfants dits halogènes, slaves, juifs, etc. Je venais de coopérer, j'ose pas dire collaborer, de coopérer à une exposition du mémorial de la Shoah sur les enfants dans les ghettos, donc j'avais tout ça très bien en tête. Il y a eu un court-circuit, une petite explosion, une petite déflagration, aux grandes dames d'ailleurs de l'attaché de presse de Gallimard qui était catastrophé parce que j'étais incapable de répondre, d'aller à un micro. Ah oui, non, j'y arrivais plus. Une distraction, quoi, totalement. Ah ben non, mais oui, pendant 6 mois, vous me parliez de nazisme, je partais en courant. C'était pas possible. Et j'allais donner le demain à ma fille, c'était beaucoup mieux. Merci infiniment, Johan Chapoutot, pour ce témoignage et pour ce dialogue.